Donc je vais juste vous souhaiter la bienvenue à cette 4e journée de la filière Fava Multi, qui va être très centrée génétique cet après-midi. Vous l'avez vu sur le programme, avec les conséquences de la possibilité de faire du génome pour certains des patients et l'organisation qui en découle. Avec l'accueil des nouveaux centres, ils sont issus de la nouvelle labellisation en deuxième partie de la matinée, et avec notre assemblée générale annuelle en première partie. Voilà, donc vous verrez ce qui a été fait avec cette filière depuis qu'elle existe, quels sont les projets qu'on va avoir. Et parmi les projets à plus long terme vont nous être exposés par Sylvie Audan, qui va nous parler de ce que le plan national maladie rare 3 risque de nous réserver. S'il nous réserve quelque chose, on va le savoir. Sylvie, merci d'être venue et de nous dire ce qu'il en est. Merci Guillaume. Bon, je suis là aussi parce qu'on a quand même un centre de compétences Marfan à Rennes et que je me sens impliquée dans la filière quand même. Donc, alors j'aurais bien aimé vous détailler le plan avec tous les sous qui vont derrière, un gros financement, plein d'actions très ambitieuses. Donc, comme vous le savez sûrement, le plan n'est pas encore sorti, le plan maladie rare 3, bon, semble-t-il, la réunion interministérielle pour les arbitrages a été faite, mais pour l'instant, le résultat n'est pas connu et je ne connais pas la date de la sortie du plan. Enfin, donc on va déjà poser ça comme ça. Donc je vais juste vous rappeler un peu quelques éléments de contexte, comment on a travaillé et puis comment on a vu les choses. Donc juste rapidement, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, je vous rappelle que les plans maladies rares ont quand même permis de bien structurer les activités autour des maladies rares depuis le plan 1 qui est sorti en 2004 sous l'impulsion des associations. Ça a été l'occasion de structurer déjà 131 centres de référence maladies rares. Le plan 2 a été vraiment, pour résumer, la mise en place avec l'élargissement de la structuration aux filières de santé maladies rares, qui sont beaucoup plus que des centres maladies rares, puisque sont associés aussi les laboratoires, les associations, le médico-social, tout ce qui va autour des maladies rares, et puis aussi le lancement des travaux de la base nationale maladies rares. Et donc le troisième plan, qui est en fin d'élaboration. Alors à chaque fois que je présente, je mets en cours, en début, en cours, en fin. Donc voilà. Donc qui sera, on l'espère, vraiment le plan de la diffusion de l'innovation du traitement. Donc on n'est pas parti de rien. Là aussi, je rappelle juste le contexte. On est parti des recommandations du Haut Conseil de santé publique et de l'HCER-ES, qui est l'équivalent donc côté recherche, qui ont poussé pour qu'il y ait un troisième plan avec un fort soutien politique, ce qui coulait pas de source. Et donc, c'est dans ce contexte que j'ai été amenée à copiloter la rédaction de ce plan avec énormément de monde, et donc comme copilote, le président de l'INSERM, professeur Lévy. Donc, on avait une feuille de route assez dense, je ne vais pas tout vous redétailler, juste pour rappeler qu'il y a quand même à peu près 160 personnes qui ont participé activement à la rédaction de ce plan. On a constitué au départ 4 groupes de travail. Ce n'est pas ce plan-là qui a été complètement gardé finalement, mais donc c'est vraiment ça qui a été le socle du travail. Donc avec un groupe dirigé par Jean Pouget et Louis Vallée autour du parcours de santé, donc vers un parcours de santé efficace et lisible. Un deuxième groupe qui a travaillé autour de l'amélioration du diagnostic à la médecine individualisée, donc avec Hélène Dollfus, Damien Sanlaville et Gérard Bréard. Un troisième groupe innové pour traiter, donc avec Anne Gali et Nadia Belmatoug, et puis un quatrième groupe sur tout ce qui était information, formation et e-santé, donc avec Anna Rath et Anne-Sophie Lapointe. Et on a donc tout ça a commencé
à l'automne 2017. Donc, la mission a été donnée, juste pour vous donner un petit peu le contexte, donc en juillet 2016. Donc, on a commencé à l'automne. En mai 2017, donc il y a un an, les thèmes un peu transversaux étaient bien stabilisés. Il fallait que dans tous les axes, tout soit interfacé avec les actions au niveau de l'Europe, qu'il y ait la prise en compte des sciences humaines et sociales, de l'éthique, évidemment que la recherche soit également présente partout, et bien s'articuler aussi avec les autres plans nationaux, notamment le schéma handicap rare, le plan cancer, le plan national de la stratégie nationale de santé, et puis bien sûr le plan France Médecine Génomique. Avec aussi comme fil rouge que les filières de santé maladies rares allaient être le socle, vraiment les ruches finalement, le socle de ce plan. Donc juste pour vous donner quelques éléments de calendrier, pour finir, donc on avait présenté donc un premier document très complet avec 5 ambitions et 17 cibles en octobre 2017 au comité de suivi. Donc secondairement, comme c'était quand même un petit peu volumineux, il a fallu prioriser, aussi essayer de travailler sur les indicateurs, consolider donc les actions. Début 2018, on a représenté donc une version consolidée au comité de suivi du plan et au cabinet. Et donc finalement, la copie finale a été rendue début mars. Donc actuellement, le document comprend 5 ambitions et 11 axes. Donc les 5 ambitions et 11 axes et 55 mesures. Donc ce qui a été mis en avant, c'est permettre un diagnostic rapide pour chacun afin de réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Je vais y revenir, mais il faut se souvenir quand même qu'il y a à peu près la moitié des patients qui ont une maladie rare qui n'ont pas de diagnostic, et que l'errance diagnostique est encore une réalité. Il y a au moins un quart des patients qui mettent plus de 4 ans à avoir un diagnostic, à arriver au bon endroit pour avoir leur diagnostic. Donc malgré toute cette structuration, il y a vraiment encore des soucis de lisibilité et d'information. Deuxième grande ambition, c'est bien sûr l'objectif phare de ce plan, c'est d'innover pour traiter. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 5% à peu près des maladies rares qui ont un traitement. Donc pour que la recherche permette l'accroissement des moyens thérapeutiques. Troisième grande ambition, bien sûr, améliorer la qualité de vie et l'autonomie des malades. Et puis donc au service de ces 3 premières ambitions, je dirais, donc améliorer la communication, donc communiquer, former, favoriser le partage de la connaissance et des savoir-faire sur les maladies rares, tel qu'on le fait aujourd'hui. Et puis donc moderniser les organisations et optimiser donc les financements nationaux. Et c'est là où je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'éléments, malheureusement. Donc juste, je ne vais pas tout détailler, et d'ailleurs j'en ai, je pense, pas le droit, puisque le plan n'est pas sorti. Mais donc, juste pour vous donner un petit peu la répartition des axes, donc pour permettre un diagnostic rapide, réduire l'errance et l'impasse diagnostique, donc il y a 2 grands axes. Le premier axe pour réduire l'errance et l'impasse diagnostique. Je vous rappelle la différence. L'errance diagnostique, c'est le temps qu'un malade va subir pour avoir son diagnostic. C'est le temps entre le moment où il est devenu malade, où il a les premiers symptômes et où il a un diagnostic. Alors que l'impasse diagnostique, ça concerne les patients qui, malgré donc un diagnostic, bien qu'il soit arrivé dans le bon circuit, en l'état actuel des connaissances, n'ont toujours pas de diagnostic. Donc c'est là où interviennent le rôle des nouvelles technologies, et notamment
la génomique qui est en train d'exploser, mais il n'y a pas que la génomique, il y a beaucoup d'autres moyens diagnostiques aussi. Et puis, donc, autre grand axe dans cette ambition, c'est de faire évoluer le dépistage néonatal en l'élargissant, faire évoluer aussi les diagnostics prénatales, préimplantatoires pour permettre des diagnostics plus précoces. Innover pour traiter, donc un des gros challenges à l'échelle nationale, mais aussi internationale, c'est de partager les données pour favoriser le diagnostic et le développement des nouveaux traitements. Donc, un gros travail est actuellement en cours autour de la BNDMR. Donc, Xavier Jeudemaître, qui coordonne le conseil scientifique, pourra sûrement vous en dire plus que moi là-dessus. Mais il faut aussi interfacer tout ça avec le partage à l'échelle européenne et internationale. Promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares, puisque là, il y a un vrai décalage par rapport à d'autres champs. Impulser un nouvel élan à la recherche sur les maladies rares en coordonnant peut-être un petit peu mieux tout ce qui existe et en faisant le lien avec le plan européen, l'IGP, l'EJP, European Joint Plan, qui a été déposé là au niveau de l'Europe pour essayer de fédérer notamment la recherche à l'échelle européenne dans le champ des maladies rares et favoriser l'émergence et de l'innovation et son transfert. Troisième ambition, donc la qualité de vie, l'autonomie des malades. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le parcours de soins, notamment au moment de périodes sensibles, comme l'annonce ou comme le lien enfant-adulte. Il y a beaucoup de choses à faire en termes d'information. C'est vrai qu'on a beaucoup de beaux dispositifs, mais encore faut-il qu'ils soient connus, et notamment des acteurs de terrain, les médecins libéraux, les médecins généralistes, les spécialistes, les paramédicaux. Améliorer aussi dans certaines filières donc l'accès à l'éducation thérapeutique, la rédaction des PNDS, mieux structurer aussi les liens avec les départements d'outre-mer. Et puis bien sûr favoriser l'inclusion de toutes les personnes atteintes, quel que soit leur âge, que ce soit à l'école, dans le milieu professionnel. Et donc au service de ces ambitions, donc communiquer, former, favoriser le partage de la connaissance. Donc, l'axe 9, c'est vraiment améliorer la formation des professionnels de santé à mieux identifier et prendre en charge les maladies rares, en s'aidant aussi de nouveaux métiers, en les formant mieux, notamment dans le domaine de la génomique, les conseillers en génétique, les bioinformaticiens. Améliorer aussi la formation initiale dans les parcours de santé des étudiants. Être un peu innovant aussi en termes de formation mixte qui mélange des professionnels, des malades et des aidants. Et donc moderniser les organisations. La dernière donc, ambition, c'est, et donc vous y êtes particulièrement sensible aujourd'hui bien sûr, c'est renforcer le rôle des filières sur les enjeux de soins et de recherche et préciser le positionnement et les missions d'autres acteurs nationaux des maladies rares, comme les associations de malades, qui devront être, être incluses dans toutes les actions, et puis positionner des organisations qui aident beaucoup à la structuration et à l'information sur les maladies rares et la recherche. Donc, préciser leur positionnement comme Orphanet, la Fondation Maladies Rares, Radico. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et vous apporter comme trame. Donc l'annonce, la sortie du plan, je pense quand même, est imminente. Par contre, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce qui va en être vraiment retenu et surtout financé. Je vous rappelle quand même que ce qui est déjà acquis, puisque c'était une des actions du plan, mais ça a été fait quand même dès fin 2017, ont été relabellisés donc, les centres de référence maladies rares et de compétences. Donc, je vous rappelle qu'actuellement, il y a 23 filières de santé maladies rares, 109 réseaux coordonnateurs, c'est-à-dire des centres de référence coordinateurs, 387 centres de référence, 1757 centres de compétences et 83 centres de ressources et de compétences. Les centres de ressources et de compétences, c'est
C'est des centres qui sont un petit peu intermédiaires entre compétences et références puisqu'ils ont un financement. C'est tout ce qui tourne autour de la mucoviscidose, les centres de ressources pour l'hémophilie et la sclérose latérale amyotrophique, qui sont un petit peu entre les deux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas si je pourrais répondre à vos questions. Sylvie, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a quelque chose qui a été arbitré et qu'il y aura des nouvelles bientôt. Est-ce que tu as une idée, en dehors d'avoir de l'argent en plus, si au moins on est sûr que ce qu'on a déjà est sanctuarisé? Car à l'heure actuelle, c'est un grand souci, c'est finalement devoir s'effriter petit à petit, tout du moins sur Paris, dans certains centres, les moyens qui avaient été accordés par les 2 plans précédents. Alors, Guillaume pourra mieux te répondre que moi sur certains points parce qu'il a participé hier, comme Laurence à la première réunion du comité de suivi de labellisation. Je ne vous ai pas dit, mais il y a quand même eu aussi déjà une des actions. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est qu'il y a des actions qu'on a mis dans le plan qui ont commencé avant que le plan sorte, donc notamment la labellisation et la constitution du comité de suivi de labellisation des centres. Ça, c'est très important parce que c'est ce comité qui va justement être vigilant à ce que les financements arrivent bien au bon endroit et suivent l'activité des centres. Et on est effectivement sûr que l'argent global est sanctuarisé pour les maladies rares. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est une enveloppe qui est établie d'avance, qui était fermée. Et donc, honnêtement, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je ne suis pas très optimiste sur le fait d'avoir beaucoup d'argent en plus. Ça va être une histoire plus de priorisation et de répartition. Après, il va falloir être très convaincant, mais justement, ce sera le rôle du comité de suivi de labellisation, peut-être du futur comité stratégique, etc., de suivre tout ça de près et à un moment donné de dire mais c'est pas possible, là, ça peut pas fonctionner. Donc, pour les gens qui continueront à être impliqués dans le suivi de ce plan, il va vraiment falloir maintenir la pression. L'aventure ne fait que commencer. Donc hier au comité, d'après ce que les gens avaient l'air de bonne volonté, d'être très conscients du fait qu'il n'y avait pas d'argent tout à fait identique à l'arrivée et au départ, que dans les centres de référence, les gens ne retouchaient pas l'argent qui leur était dédié, qu'ils étaient volontaires pour faire quelque chose pour que ça change. Les modalités étaient, est-ce que ça passait par l'ARS, etc., etc. Donc moi, j'avais l'impression que les gens étaient assez volontaires pour que, effectivement, l'argent labellisé soit destiné à ce à quoi il avait été destiné initialement, arrive au centre de référence. Ensuite, sur la somme totale, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup plus. Et un des problèmes qui avait été élevé et qui est élevé régulièrement, c'est le financement des centres de compétences. Et s'il y a un financement des centres de compétences, la personne disait très clairement que s'il y a de l'argent en plus à un endroit, il y en aura un moins à l'autre. Donc il n'y a pas d'espoir qu'il y ait un financement supplémentaire pour les centres de compétences. Les centres de compétences, ils devaient être valorisés aussi par la consultation longue et complexe, qui est un serpent de mer. Et il semble que le serpent de mer ait refait un petit plongeon, donc on ne va pas le revoir sortir tout de suite, que ce n'est pas une solution qui sera disponible demain matin. Voilà ce que je sais, moi. Ce qui est bien dommage parce que c'est quand même ça qui pourrait permettre effectivement de valoriser l'activité des centres de compétences, notamment. Oui, et puis c'est logique que quand on fait du travail médical plus complexe, on soit payé plus Tout à fait. par l'assurance maladie. Enfin, ça sert à ça, c'est la logique absolue. Donc, Xavier, je t'amène le micro. Xavier, avec qui nous avons commencé l'aventure. Oui, j'avais commencé l'aventure avec toi qui était passionnant. C'était fort agréable. Merci. Je crois que ce qu'on vit sur Paris et ce qu'on vit de façon générale au niveau national, c'est le problème réellement de l'administration financière des crédits alloués par le ministère vis-à-vis des maladies rares. À partir du moment où on décrit qu'il y a une somme, disons, de 100 millions d'euros ou 10 millions d'euros, peu importe, sur ces centres, ils viennent comme mairie. Et la problématique qu'on vit à la paix, c'est simplement que plutôt que d'être fléché sur ces activités-là, eh bien, ça revient sur
le budget global de l'établissement de santé, à PHP ou bien GH correspondant. Comme la PHP est déficitaire elle-même de façon générale et que on se retrouve avec des bilans et des personnels éventuellement qu'on peut demander pérennes ou non pérennes, il y a un jeu qui est de l'administration de dire bah écoutez, on ne peut pas vous octroyer les moyens puisque nous sommes en plan de retour à l'équilibre, donc on vous administre un minimum, et nous, éventuellement, on n'a même pas la possibilité de dire ça vient sur un budget particulier de type RAF, comme un PHRC, sur lequel on dit bah, il y a du personnel non pérenne qui est employé de façon à ce que sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ait un CDD correspondant à notre activité. Donc je crois qu'il y a un vrai problème de gestion administrative, financière, et qui est de plus ou moins bonne foi, vu dans un angle ou dans un autre en fonction d'où on se place. Je pense que c'est ce que vous avez abordé hier. Laurence y était aussi. Elle me disait que la réunion avait tourné surtout autour des problèmes de financement, justement. C'est-à-dire que c'était pas dans l'ordre du jour et que on a dit on voulait quelque chose dans l'ordre du jour et que du coup ça a pris la première tiers de la réunion de discuter de ces aspects financiers, ce qui est logique. Mais c'est normal. C'est normal. Et notamment, il y a une certaine ambiguïté de la part du ministère sur l'utilisation de la somme, qui fait que je pense l'administration a un rôle finalement assez facile que de dire mais on vous a déjà donné l'argent, regardez. Et en fait, c'est pas prévu pour ça. Voilà, mais enfin bon. Donc on va voir s'il y a des solutions qui arrivent.